La chronique politique du Grand Journal à suivre notamment sur notre chaîne YouTube. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on revient d'abord sur l'interview accordée hier par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au journal du dimanche. Il s'y dit favorable à l'augmentation du SMIC et appelle surtout le bloc central à, je cite, croire, clarifier et défendre ses idées. Le député du Nord au Front pour la sécurisation des JO de Paris se pose déjà, Alexis, comme l'un des hommes qui va compter, en particulier pour la présidentielle de 2027 ? Bien sûr. Quand on dit clarification, comme il le dit dans les colonnes du journal de Vincent Bolloré, c'est évidemment avec à l'esprit la préparation idéologique, doctrinale des élections de 2027. On le sait, pas besoin d'avoir lu Antonio Gramsci. Je suis pas sûr d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur, en dépit de toutes ses qualités, ait lu Antonio Gramsci. Il le sait, les victoires politiques sont précédées par des victoires idéologiques. Et donc quand il dit clarification, il parle de cela. Il parle de cette nécessité d'un aggiornamento idéologique pour le bloc central, pour prendre en compte un certain nombre d'aspirations populaires. Je vous fais pas un dessin, c'est l'un de nos ministres les plus connectés avec les milieux populaires, par ses origines personnelles, bien sûr, qui sont comparables à celles de Jordan Bardella. Il n'est pas le seul, bien sûr. Il met souvent en avant notamment le parcours de sa maman. Mais bien sûr, mais tout ça était évidemment véridique, des origines évidemment aussi algériennes, etc. Et par ailleurs, évidemment, il est l'élu d'un coin de la région Hauts-de-France, région qu'il partage avec Xavier Bertrand et avec Marine Le Pen, qui est un coin particulièrement populaire au nord de la conurbation lilloise, dans la ville de Tourcoing. Donc effectivement, il connaît très bien les problématiques de la France qui a peur non seulement de la fin de la France, mais aussi de ne pas pouvoir boucler ses fins de mois et qui sait qu'à partir du 15 du mois, eh ben, au fond, il faut se restreindre, il faut acheter des pâtes et des lentilles et puis plus grand chose d'autre. Tout ça, il le sait. Et donc effectivement, il souhaite, d'un point de vue politique, en tirer un avantage comparatif vis-à-vis de ses potentiels concurrents dans le bloc central et de droite, disons, modérée. Il sait très bien qu'il y a potentiellement, d'ici 2027, on peut dire les noms, puis après je vous laisse rebondir, il y a embouteillage potentiellement, ne nous leurrons pas, évidemment, de Gabriel Attal à Bruno Le Maire et de Laurent Wauquiez à Édouard Philippe. Il y a foule de candidats potentiels à cette candidature. Qu'est-ce qu'il distingue par exemple de Gabriel Attal ? Alors ce qui distingue, alors c'est pas du tout, là n'y voyez aucun jugement de valeur dans aucun sens, mais c'est qu'effectivement Gérald Darmanin, qui a sans doute des défauts, dont le bilan sécuritaire n'est peut-être pas absolument parfait, c'est le moins qu'on puisse dire, il a en revanche effectivement cette connexion, entre guillemets comme on dit aujourd'hui, avec les attentes des milieux populaires, qui chez lui n'est pas une construction de l'esprit. Il n'a pas eu besoin, si vous voulez, de faire un effort particulier pour se retremper dans ce milieu, puisqu'il en provient. Donc n'en tirons pas la conclusion qu'il a une supériorité politique. En revanche, il a effectivement un atout de compréhension de cette partie de la France qui, aujourd'hui, assez massivement, pour cette partie de l'électorat, se tourne vers des partis de la protestation, les partis, vous savez, de la protestation tribunicienne, pour reprendre les catégories de Georges Lavaux, c'est-à-dire surtout, effectivement, dans la région Hauts-de-France, dans le nord de la France, c'est surtout le Rassemblement national qui remporte la mise. Or, que veulent cette grande majorité de Français qui se tournent vers le Rassemblement national et qu'il ne faut aucunement méprisé dans la perspective des échéances présidentielles futures, ceux qui l'ont très bien compris d'ailleurs, on en a invité récemment avec Christophe Barbier à notre micro ici, ceux qui l'ont très bien compris, c'est les membres du Parti Socialiste. Mais les macroniens sont en train, grâce à Gérald Darmanin, je crois, d'opérer également ce switch, c'est-à-dire nous ne pouvons pas parler qu'à ce que, vous savez, Jérôme Sainte-Marie appelait le bloc élitaire, la France privilégiée des centres-villes, les cadres... Jérôme Sainte-Marie qui est à la fois sondeur et qui a été candidat... et qui est aujourd'hui, qui a rejoint entre-temps le Rassemblement national. Mais ça n'invalide pas, par ailleurs, si vous voulez... C'est important de le rappeler. Oui, c'est important de le rappeler, vous avez raison Steve, ça n'invalide pas pour autant l'usage que l'on peut faire, l'usage là que je sollicite dans des chroniques, même s'il ne faut pas l'absolutiser, mais c'est vrai que si vous voulez, la division de la France, qui ne doit pas être rigidifiée, mais entre un bloc populaire et un bloc élitaire, correspond en partie à quelque chose. Et donc effectivement, je reviens à Gérald Darmanin, il a parfaitement compris cela. Et il veut que le candidat du bloc macronien de 2027, il espère que c'est lui, bien sûr, mais il veut que ce soit quelqu'un qui s'adresse également à des personnes issues du bloc populaire, et notamment, on peut le dire, les petits employés, les commerçants, les artisans,
certaines professions libérales indépendantes, les chauffeurs de taxi, etc., qui se sentent aujourd'hui laissés pour compte parce qu'ils appellent, alors je ne reprends pas à mon compte le syntagme, mais parce qu'ils appellent le système. Voilà. Alors justement, à ce propos, Gérald Darmanin a revendiqué, expliqué, justifié le fait de ne plus porter de cravate. Désormais, pour, je cite, marquer sa distance avec l'élite, ne plus en mettre quotidiennement est une façon de montrer que j'ai compris le message de ceux qui ne veulent pas que nous soyons au-dessus d'eux, mais avec eux, c'est un symbole important ou c'est du populisme un peu facile, Alexis? Je vois ce qu'il me reste à faire. Néanmoins, la cravate, c'est vrai. Enfin, si vous voulez, là... Bien sûr, on peut dire qu'il fait... C'est aussi une marque de respect des institutions, c'est ce qu'on... Bien sûr, je pense que dans l'hémicycle de l'Assemblée, c'est assez logique de porter une cravate, ou de même quand on est sur un plateau de télévision, ou comme nous, de radio, qu'on s'exprime, il est assez logique de porter une cravate si on peut, enfin, ça n'est pas obligatoire. Ce qu'il ne veut pas faire, désormais. Bon, alors, si vous voulez, je pense qu'effectivement, c'est un fin politique, on a dû lui conseiller, on a dû lui dire, prends des symboles. Donc, il dit, moi, déjà, je crois qu'il avait fait le coup il y a quelques mois. Il avait dit, je suis plus bistrot que visio. La Macronie s'est enfermée dans des communications à distance, des réunions un peu formelles, les gens sont à 10 heures. Moi, je vais au bistrot, je prends ma pinte de bière et je parle avec les gens. N'empêche que, là, pour le coup, ça aussi, c'est une démarche politique. Quand on veut être élu d'un territoire, quel qu'il soit, il faut aller au contact des populations et sans qu'il y ait d'écran de protection, d'écran de protection. Alors, la cravate, c'est pas un écran de protection. La cravate, c'est un signe social d'appartenance, alors au sens très large du terme, à une certaine bourgeoisie, au sens large, hein, vous voyez, faut pas exagérer. Et donc, effectivement, en tombant la cravate, lui ne souhaite pas signifier qu'il est en vacances, que c'est l'été, qu'il se détend et qu'il boit des rosés à l'ombre d'une terrasse. Il souhaite signifier qu'il redevient en quelque sorte l'élu d'une circonscription populaire. Il a évidemment des intentions politiques, c'est qu'il souhaite surincarner cette espèce de mue du bloc central qu'il pense être le seul à pouvoir porter. D'ailleurs, là c'est pareil, je me mets dans sa tête, hein, je ne fais pas de jugement de valeur. Gabriel Attal, il a beaucoup de qualités, mais c'est l'école alsacienne, c'est un fils de famille, c'est même une famille pour partie aristocratique, il n'en a jamais fait mystère, etc. Bruno Le Maire, c'est pas l'aristocratie, mais enfin c'est quand même une bourgeoisie extrêmement cossue, parisienne et normande. Édouard Philippe, c'est pas non plus un parangon d'ouvriers, de camionneurs. Donc effectivement, si vous voulez, les incarnations du peuple de France dans sa diversité tribunicienne, elles ne sont pas si nombreuses au sein de la majorité macronienne au sens large, vous voyez, et du centre droit. Donc effectivement, si on se place du point de vue de son calcul politique, qui est comment va-t-on élargir le bocal de nos soutiens, hein, et on se souviendra, Alexis, avant de passer à la gauche, qu'aux États-Unis, Barack Obama a laissé tomber aussi la cravate pour apparaître lui plus cool. Bien sûr. Donc dites-vous bien, populaire. Gérald Darmanin, on l'aime pas. D'ailleurs, peu importe. C'est plutôt d'ailleurs quelqu'un d'assez sympathique. Mais dites-vous bien, il a un mentor. Il n'en a pas deux, il en a un. Et son mentor, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui n'est pas d'ailleurs le rejeton d'une très grande bourgeoisie, hein, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est idiot de dire ça. Nicolas Sarkozy a très bien su faire cela. Sous l'influence de conseillers, à l'époque, Giacometti, Buisson, etc., il est allé dans les usines. Il a parlé, j'allais dire, de visage à visage, Pani, Malpani, mais il a parlé avec les ouvriers, comme s'il en était un lui-même. Alors, ça, c'est sûr que... Pani, Malpani, c'était avec Dieu, c'est peut-être un peu bien différent. sûr, non, mais d'accord, mais je veux dire, de visage à visage. Et donc, Bruno Le Maire, il sait pas faire ça. Alexis, Bruno Le Maire, enfin, il peut l'apprendre, mais il sait pas le faire. Édouard Philippe, c'est pas son genre non plus. Donc, Gérald Darmanin, sur tous ces sujets-là, calcule une proximité avec le peuple, entre guillemets, réel, dont il pense qu'elle sera un atout absolument indispensable dans les 3 ans qui viennent. Il nous reste à peine 2 minutes. Je voudrais absolument qu'on parle de la gauche. On devait évoquer l'annonce de Laurence Toubiana de son renoncement à sa candidature, en tout cas celle qui était soutenue par 3 des 4 groupes de la gauche du Nouveau Front populaire pour Matignon. Mais on va revenir plutôt sur les propos du député LFI Thomas Porte, qui continue de choquer. Il avait déclaré, je cite, que les athlètes israéliens n'étaient pas les bienvenus aux Jeux Olympiques de Paris. Le député LFI de Paris, Aymeric Caron, qui n'en manque pas une, on le sait, a ajouté, je cite, que selon lui, le drapeau israélien entaché du sang des innocents de Gaza ne devrait pas flotter à Paris cet été. Fin de citation. Ces déclarations incendiaires, Alexis, ne surprennent certes plus personne. Faut-il pour autant s'accoutumer à cette diabolisation permanente d'Israël ? Non, il ne faut pas s'y accoutumer. D'abord, elle est dangereuse et Jonathan Arfi l'a très bien dit dans un communiqué tout de suite après. Elle met en danger les athlètes israéliens ?
Écoutez, il légitime le Hamas d'une part, et puis maintenant, comme l'a dit Arfi, il a raison, il met une sorte de cible symbolique dans le dos des athlètes israéliens. Alors, je ne pense pas, heureusement, d'ailleurs, c'est là pour le coup, Darmanin fait son boulot, je ne pense pas qu'il soit physiquement directement menacé, grâce à Dieu. Mais en revanche, effectivement, il participe d'un climat qui est absolument scandaleux. Sur la terre des droits de l'homme, qu'on puisse tenir de tels propos, c'est scandaleux. Et je vous rappelle qu'il y a, si vous voulez, dans la mémoire inconsciente des peuples, il y a aussi, si vous voulez, le sort absolument dramatique qui avait été réservé par, je ne compare pas Thomas Porte à Septembre Noir, mais qui avait été réservé par un commando pro-palestinien à des athlètes israéliens à Munich en 1972, avec les acclamations d'une partie de la gauche radicale, dont d'ailleurs Jean-Paul Sartre. Et donc quand il fait cela, forcément qu'il sollicite aussi, parce que je ne minore pas, si vous voulez, l'intelligence politique de ces gens qui sont de grands pervers, Bompard, Porte, ce sont de grands pervers politiques, il sollicite en quelque sorte inconsciemment cet imaginaire de la mise en danger des Israéliens. C'est absolument scandaleux, inadmissible et abject de faire cela à quelques jours de l'ouverture des cérémonies olympiques parisiennes. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut réécouter cette chronique sur radioj.fr et la retrouver en vidéo sur YouTube. Bon après-midi, à demain. À demain.